Faire jaillir des cœurs les questionnements, les doutes, les peurs, l'espoir, l'idée, la créativité. Créer du lien, Découvrir quelqu'un. échanger sans filtre pour tenter de percer les mystères d'un monde énigmatique. Creuser les sujets pour comprendre un peu plus cet être complexe que nous sommes, l'humain. Nous, c'est Océane et Olivia. Et on a choisi d'aller à la rencontre de personnes passionnées aux prémices de leur carrière qui tentent de tracer leur propre chemin. Bienvenue chez Porte à Pote. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Roméo, un passionné d'écriture, de cinéma et d'animaux. Auteur de son premier recueil « L'ours continue de courir », il réalise aussi des documentaires qui mélangent sa passion du voyage, ses rencontres et son amour du cinéma. Voyageur, élevé à la méthode Montessori, étudiant à l'école de la Cité, il nous invite à écouter ses envies et à réaliser ses rêves. Roméo, c'est un ami qu'on connaît depuis le lycée et avec qui on a réalisé nos premiers projets vidéo danse. C'est avec lui qu'on a fait nos premiers pas dans le monde du travail collectif. On est heureuse de pouvoir vous le présenter aujourd'hui. Alors, prêt à voyager avec nous ? Eh ben, merci beaucoup Roméo d'être ici. Merci à vous de me recevoir. Ça fait trop plaisir. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter sans dire ce que tu fais, mais plutôt ce que tu es ? Ok. Du coup, je m'appelle Roméo. Ce que je suis, moi, j'aime bien me dire que juste je suis quelqu'un qui chemine. J'aime bien l'idée de vagabond, en fait, de vagabondage, dans l'idée qu'il y a un chemin et que je le suis, mais sans forcément savoir où il va. En fait, au fur et à mesure, un pas après l'autre, le chemin il se dévoile et j'avance comme ça. Voilà. Et ce que je suis aussi, je pense que je suis très teinté par ma vie, par ma famille, par le fait que j'ai grandi dans les montagnes, que j'ai grandi un peu avec un début de vie nomade, puis ensuite pas mal de bouleversements dans ma famille, dans ma vie, dans tout ça. Je pense que ça a pas mal influencé aujourd'hui ce que je suis devenu. Et voilà, à peu près, je pense. Trop bien. Justement, on a demandé à 2 de tes proches de te présenter selon leur vision. Ok. Donc, on va écouter d'abord ta maman, Karine. Très très drôle. Alors, vous faire une présentation en 2 minutes de mon fils aîné, c'est un gros challenge pour moi, tant j'aurais de choses à dire. Mais en résumé, si je devais lui parler à lui, je lui dirais: tu es né avec des yeux de sage, tu as grandi m'asseyant régulièrement totalement désarmé par tes mots, me laissant les bras ballants face à tant de sagesse. Parfois, je me demande qui a éduqué l'autre. Encore aujourd'hui, je me demande qui éveille l'autre. Hem, Tant de talent à exprimer ta voix, à exprimer à travers, l'expression, heu, tout ce que tu perçois de la vie et toujours, à partir de l'expression de ton cœur. Les mots d'ailleurs de ton recueil de poèmes me laissent sans voix, de ce don devenu un talent à la force de ta plume. Des heures, enfant, à rester seul, à lire ou à créer des histoires et toutes ces heures auront servi à créer le terreau de ce talent. Moi qui parfois me disais que tu restais trop dans ta chambre, que tu n'étais pas assez tourné vers les autres. Ce choix de te permettre d'aller à ton rythme, de vivre tes premières années, au cœur de la forêt d'Argentière, de continuer à Valorcine en étant instruit, hors des structures scolaires, dans une yourte, dans un village enneigé avec du matériel Montessori partout autour. De te permettre, très tôt de décider pour toi, quand ça concernait ton corps physique. Une année entière à ne faire que de l'histoire à 6 ans, à dépasser mes peurs quand pendant plusieurs semaines tu ne voulais pas créer des histoires avec tes Playmobil. Heu, enfin, tu voulais que créer des histoires avec tes Playmobil, en dehors, dans ta chambre, enfermé dans ta chambre, sans sortir dehors, c'est ça surtout.
et heu et moi, te laisser, des années te perdre, dans des bouquins trop avancés pour ton âge, comme Les fourmis de Weber, à 7 ans. Te laisser te consacrer corps et âme à tes passions pour les animaux, au point d'avoir pour animal de compagnie une fourmilière. Tant de choses encore à raconter. Nous n'avions pas beaucoup d'argent, c'est vrai. Tu as même grandi en pensant que nous étions pauvres, mais nous étions riches et ça, tu le sais. Riche de tout ça, riche du chemin chamanique que je faisais depuis tes 1 an. Aujourd'hui, tu es un mélange étrange de toute cette éducation, de ce chemin chamanique, de cette voix du cœur, de ce chemin de beauté. Hem, ouais, tu es un mélange étrange de tout ça et je suis si fière de toi qui marches tes rêves dans ton écriture, tes tournages, tes voyages, tes amours fiers et passionnés, véritables, ton franc-parler, ta façon de porter tes couleurs avec tant de détermination et de simplicité. Marche tout droit dans tes bottes, mon fils, 24 ans, quel parcours déjà. L'école de Luc Besson, gardien de Rennes en Norvège pendant que tu clôturais tes études d'anthropologie, Gaucho en Uruguay, un film documentaire en Mongolie qui a priori d'ailleurs, l'aventure n'est pas terminée. Et tout ça parsemé de recherche d'un boulot alimentaire. En tout cas, tu excelles dans tout ce que tu fais, mais que te réserve la suite? En tout cas, moi, j'ai foi en toi. Je t'aime. Oh, Elle a fait plus que 2 minutes, non? Elle a explosé le chrono, Elle a ouais. explosé le chrono. 3 minutes 41. Ok, ouais, bah ça lui ressemble bien. Ah, c'est hyper touchant d'entendre ça. C'est très bizarre de s'entendre décrire de l'extérieur, en fait. Il y a un point de vue sur ma vie qui est beau, en fait, qui est touchant, qui est pas celui qui est, c'est parfois perdu dans le quotidien, c'est pas trop celui que je réussis à avoir quand je me mets de l'extérieur, donc c'est bon de sentir ça. La deuxième personne, c'est un de tes meilleurs potes, Victor. Oui, ça va être un style complètement différent, j'imagine. Alors, apparemment, j'ai pas compris la consigne. Donc, je dois refaire un petit vocal. C'est pas grave. Le premier, il est pour moi, il est cadeau. Euh, En fait, il fallait que je donne des adjectifs pour te décrire, Roméo, à une personne qui ne te connaît pas. Donc, moi, je t'ai fait une confidence. C'est gratuit, c'est pour toi. Voilà, ça vient du cœur. Maintenant, donner des adjectifs pour décrire à quelqu'un qui ne te connaît pas, eh bien, écoute, moi, je dirais que tu es bienveillant. Tu es quelqu'un de bienveillant. Tu es quelqu'un à l'écoute. Tu sais écouter les gens, tu sais prendre le temps et parler avec les gens. Et ça, c'est vraiment une très bonne qualité. Et tu es sympa, quoi. Voilà, tu es cool. Tu es le saint. Donc voilà, écoute. Mais je sais pas quoi te dire de plus, hein. Franchement, c'est déjà trop de moi, là. C'est déjà trop. Mais c'est intéressant parce qu'en plus, vous êtes vraiment allé chercher, genre, une des personnes, je pense, qui a le plus de mal à être dans la sincérité et juste, je pense que ça lui a demandé un sacré effort de faire ça et sans se mettre derrière. Bah, c'était très touchant les deux, de deux manières très différentes. En parlant de ta maman, elle racontait tes anecdotes de Playmobil, de fourmilière dans la maison. Déjà, comment t'as réussi à mettre une fourmilière dans la maison? Bah, en fait, quand j'étais gamin, j'étais passionné par les fourmis. J'ai lu Les fourmis de Bernard Weber, qui est un roman, et je pense que j'ai lu ça trop jeune, en effet. Mais j'étais passionné par ça. Et il y avait un truc, les fourmis, en fait, c'est un monde, c'est une société vraiment qui est organisée. Et il y avait un truc déjà qui me passionnait à l'époque chez les fourmis, c'est de me dire, mais elles sont des millions, et en fait, elles vont toutes dans le même sens. Elles font tout un truc qui est, tu vois, sans se concerter. Je me souviens que le bouquin parlait beaucoup de ça, que sans se concerter, juste par nature, elles s'entraidaient et elles allaient dans le sens de la colonie. Et ça, je trouvais ça assez passionnant. Et comment j'ai réussi à foutre une fourmilière dans le salon? Et bah, parce que j'avais une espèce de fourmi préférée, hein, du coup, voilà. Ah oui. Qui s'appelait les fourmis casse-graines, parce qu'elles ont des grosses mandibules. On a l'impression qu'elles peuvent casser des graines avec, en fait. Et bah, faut savoir qu'en fait, il y a des sites qui font ça, qui te vendent la reine avec quelques ouvrières et une fourmilière comme un genre de vivarium, tu vois, et qui est du coup fait en verre pour que tu puisses voir ce qui se passe à l'intérieur des tunnels de la fourmilière, en fait.
Et c'était, moi j'étais comme un fou, mais en même temps j'étais partagé, c'est ce qu'elle a pas dit, j'ai été beaucoup partagé entre j'étais passionné, et puis en même temps je me sentais trop mal d'avoir des fourmis dans un petit truc où elles pouvaient pas aller plus loin que ça, parce qu'il fallait les nourrir et tout. Et du coup un jour je les ai juste mises dehors, et la fourmilière a continué sa vie dehors en fait. Ok, Voilà. marrant. C'est l'histoire de cette fourmilière, oui, que j'avais un peu oublié, tu vois. Je pensais pas qu'on parlerait de cette fourmilière. C'est génial. Donc, t'as l'air d'avoir été un enfant assez libre et créatif. Et comment tu décrirais l'enfant que toi t'étais? Oh. C'est intéressant parce qu'en ce moment, plus je suis vachement avec ça, avec l'enfant que j'étais. Je me pose beaucoup de questions là-dessus, etc. Et toujours la question un peu de est-ce que l'enfant que j'étais serait fier de l'homme que je deviens. Et je pense que je décrirais l'enfant que j'étais comme un enfant calme, solitaire. Ma mère raconte souvent cette anecdote, elle l'a pas racontée là, mais où j'étais à la maison, j'invitais des potes, et puis au bout d'une demi-heure, elle voyait mes potes qui revenaient tout seuls. Et elle disait, bah, qu'est-ce que tu fais, t'es pas avec Roméo? Et elle faisait, non, il dit qu'il a besoin d'un temps pour lui. Et du coup, je revenais genre 20 minutes après, j'étais là, bon, bah c'est bon, j'ai pris mon temps pour moi, on peut recommencer à jouer ensemble. Donc voilà. Et j'étais surtout un enfant passionné par deux choses, vraiment, c'était la nature et les histoires. Je passais tout mon temps, en fait, soit, comme elle le disait, à jouer au Playmobil dans ma chambre, et à inventer des histoires, je pouvais faire ça pendant des heures, soit à aller dans la nature, dans la forêt. On a toujours vécu très proche de la forêt, on a même vécu dans la forêt, ce qu'elle disait au début quand on a vécu en caravane dans la forêt d'Argentière, en yourte, etc. Et du coup, j'étais toujours fourré dans la nature, à m'imaginer. Là aussi, ça avait un truc avec les histoires, à m'imaginer que j'étais un aventurier. Je faisais des feux dans la neige l'hiver. C'était mon grand but, c'était de réussir à. C'était le grand truc que je voulais accomplir, c'était de réussir à lancer un feu sans briquet dans la neige. Voilà, avec du bois mouillé. Wow. Et j'ai mis du temps. Un jour, j'y suis arrivé, j'étais très content. Voilà. C'est un peu Bel l'enfant que objectif. j'étais. J'étais très rêveur, j'étais beaucoup d'imagination. Et oui, j'étais très libre. J'étais un enfant très libre. Ma mère a toujours mis beaucoup d'attention à ce que je sois très. Voilà. Qu'on respecte mon espace, en fait. Tu vois, elle disait aux adultes, bah, allez pas le toucher s'il a pas envie d'être touché. On me forçait pas à faire des bisous si j'avais pas envie de faire de bisous aux gens. Voilà, j'ai eu une enfance très, très heureuse. Et du coup, t'es proche de cet enfant aujourd'hui? Ouais, j'en suis très proche encore aujourd'hui. Bah, de toute façon, je pense que les métiers de l'écriture, les métiers artistiques, en tout cas pour moi, il y a toujours un côté un peu grand enfant, parce qu'en fait, on joue. S'il y a vraiment un truc, en tout cas pour moi je joue, quoi. Quand j'écris, je sais que l'écriture aujourd'hui, c'est un moyen je refais ce que je faisais avec mes Playmobil quand j'étais gamin, en fait. Il y a un truc très semblable de ce côté-là. Et puis ouais, je suis proche parce que il y a cette phrase, moi, qui m'a beaucoup touché un jour, qui disait que, en gros, on ne doit rien à personne si ce n'est à l'enfant qu'on a été. Et ça, j'aime bien cette vision-là, de me dire qu'en fait, moi, l'adulte que je suis devenu, il est là pour rendre possible ce dont l'enfant rêvait, en fait. Mais sinon, si c'est juste l'adulte derrière, ça peut pas être juste l'enfant, parce que si c'est juste l'enfant, bah, il peut pas rendre possible l'enfant, il est dans le rêve, dans l'imagination. Si c'est juste l'adulte, bah c'est chiant, quoi. Non, mais voilà, ça donne ce truc où enfin voilà, juste en boulot alimentaire, où il y a plus de sens. Et moi, je pense que c'est l'enfant qui amène le sens. Donc ouais, je suis encore assez proche de cet enfant. Et justement, tu disais tout à l'heure que t'as vécu pendant ton enfance dans la forêt, Mhm. que t'as commencé ton parcours par l'école Montessori. Ouais. Et c'est quoi exactement? Enfin, est-ce que tu peux nous en parler plus? Ouais. Bah alors j'ai vécu donc moi j'ai vécu les premières années de ma vie en caravane. On vivait dans la forêt de la Morenne à Argentière, au-dessus de Chamonix. Ça c'est des années bénies un peu dans mon enfance. Et puis ensuite on a été délogé par la police, et du coup on est devenu sédentaire à ce moment-là. Et en gros ce qui s'est passé, c'est que j'étais à l'école maternelle de Valorcine. Du coup, ma mère m'avait mis à l'école maternelle de Valorcine. Et un jour, je suis rentré et j'étais dégoûté. Et ma mère, du coup, demande pourquoi. Et je dis, bah, j'ai demandé à apprendre à lire. Et la maîtresse, elle m'a dit, t'es trop jeune. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne, en fait. J'étais en petite section, je crois, moyenne section. Et bah non, c'est au CP que t'apprendras vraiment ça. Et ma mère, fidèle à elle-même, ça l'a énervée. Et du coup, elle a dit, bah, vous savez quoi, si vous voulez pas lui apprendre à lire, je vais le retirer de l'école et je vais me former, moi, pour pouvoir lui apprendre.
Donc ma mère s'est formée à cette méthode, la méthode Montessori, qui a du coup été développée par Maria Montessori, qui est une méthode qui, pour résumer, parce qu'elle a beaucoup évolué depuis Maria Montessori, hein, c'est plus exactement la même méthode, c'est une méthode qui a pour but de suivre le rythme de l'enfant. En fait, le principe de base de cette méthode, c'est de dire, quand l'enfant est intéressé par quelque chose, il va apprendre plus vite. Donc, en suivant le rythme de l'enfant, on va faire des enfants qui sont moins, en effet, il y a moins de troncs communs, par exemple, dans Montessori. C'est moins ce truc-là de tout le monde doit avoir un petit niveau en quelque chose. Et moi, du coup, j'ai un peu grandi avec cette valeur-là aussi de, plutôt que d'essayer de devenir à peu près potable dans un truc où t'es pas ouf, essaye de devenir excellent dans un truc où t'es déjà plutôt bon. Et donc, c'est cette méthode-là qui se base du coup beaucoup sur des ateliers. Alors, c'est vraiment une méthode qui a été créée pour, on va dire qu'il y a 2 niveaux, il y a 3-6 et 6-9 en âge à Montessori, qui a été créé pour ces âges-là. Aujourd'hui, ils l'ont adapté un peu. Je sais qu'il y a des collèges, des lycées, même, je crois, à Montessori aujourd'hui, mais je sais pas trop comment ils font, parce que c'est vraiment... en tout cas, le début de la méthode Montessori, c'est vraiment des ateliers. Tu vois, tu travailles avec des trucs qui soient ludiques. Et du coup, ma mère, elle, s'est formée pour devenir institutrice Montessori. Elle a monté après, plus tard, pour mon frère et ma sœur, une école Montessori, même, qu'elle a montée, et où elle était directrice de cette école. Voilà. Mais moi, elle le faisait à la maison, et elle faisait avec, du coup, d'autres enfants. On avait des Suisses, des trucs comme ça qui venaient parce qu'il y avait très peu à l'époque. Aujourd'hui, c'est hyper démocratisé. Les gens, ils entendent Montessori, éducation positive. D'ailleurs, il y a souvent, j'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui comprennent pas et qui ont l'impression que c'est le truc où tu laisses l'enfant tout faire, il n'y a pas de cadre. Alors que non, il y a vraiment du cadre dans Montessori. C'est pas ce qu'on en a fait aujourd'hui dans l'éducation positive, parfois où c'est un petit peu, voilà, l'enfant roi et ensuite on suit. Donc il y avait du cas, et puis ma mère, elle voulait surtout pas juste me déscolariser et me mettre tout seul. Donc l'idée c'était, ok, il faut qu'il y ait du lien toujours, donc je vais ouvrir ça à d'autres enfants. Et vraiment, il y avait des gens, ils venaient, ils faisaient 1 heure de route pour poser leurs gamins dans la yourte. On faisait l'école Montessori dans la yourte. Du coup, est-ce que tu saurais dire, enfin vu que c'est une éducation quand même pas classique, on va dire, est-ce que tu saurais dire qu'est-ce que ça t'a apporté de différent si t'avais été justement dans une école... Oui. Bah, en fait, je l'ai vu même, parce que moi, j'ai pas fait toute ma scolarité à Montessori. J'ai fait des allers-retours entre le système classique et le système traditionnel et Montessori, toujours à ma demande. C'était moi qui voulais revenir à l'école à chaque fois, qui disait, ok, bah là, j'aimerais bien revenir à l'école, là, j'aimerais bien repartir. Je vois que moi, ce que ça m'a apporté, je pense que c'est déjà une grande connexion à mon rythme personnel. Le fait de vraiment m'écouter, savoir, ok, ça, c'est ok, ça, c'est pas ok. Ce qui peut être très positif, parfois ça peut être un peu aussi, comment dire, un peu compliqué dans la société d'aujourd'hui, parce que dans notre société, on n'a tellement pas une société qui est construite là-dessus, tu vois. Bah non, c'est la rentrée, c'est à tel moment, les week-ends, c'est les week-ends, etc. Donc c'est pour ça aussi, je pense que je me suis orienté vers des boulots où je pouvais créer un peu mon propre emploi du temps, créer mon propre rythme, parce que j'avais besoin de ça. Et je vois, moi, ce que ça m'a amené surtout, c'est que là où je vois, en tout cas qu'avec moi, et je peux pas dire que la méthode est universelle et qu'elle fonctionne avec tout le monde, mais là où moi, ça a fonctionné, c'est que du coup, quand je suis revenu à l'école, j'avais un niveau qui était vachement avancé sur certaines matières, en fait, parce que vraiment, c'était les matières qui m'intéressaient. Alors l'histoire, le français, la bio à l'époque, enfin voilà, tout ça, j'étais très avancé. Et par contre, du coup, j'étais en retard plutôt sur certaines matières, les maths, par exemple, qui m'intéressaient pas. Parce que Montessori te dit, et c'est plutôt moi une croyance que j'ai aujourd'hui, c'est te dit, en fait, il y a un rythme que t'as depuis que t'es gamin, qui est bon à suivre. Et du coup, t'as pas besoin d'avoir une base. Alors, il faut une base quand même, donc on fait un peu de maths et tout. Et par exemple, j'étais assez balèze en calcul mental. Mais tout ce qui était trigonométrie, etc., ça m'intéressait pas du tout. J'y trouvais pas d'application concrète. Donc ça m'intéressait pas. Et du coup, j'étais plutôt un petit peu en retard par rapport au reste des élèves. Et ça a toujours été un peu le truc avec lequel j'ai jonglé dans ma scolarité. C'est... moi, les profs, ils disaient, ils choisissent ces matières. Mais c'est pas que je choisissais mes matières, c'est que il y avait vraiment des matières qui me passionnaient, et du coup, c'était hyper intéressant. Et il y avait des matières, je n'avais pas grand-chose à faire. Et du coup, je décrochais un petit peu, quoi. Voilà, je pense que c'est principalement ça que ça m'a apporté. Et cette idée de trouver du sens aussi dans tout ce que je fais, en fait. Que je peux pas faire quelque chose si c'est vide de sens, qu'il faut que j'y mette du sens. Même si c'est moi qui le crée, mais voilà, mettre du sens. Et après ça, du coup, t'as décidé de poursuivre avec ces histoires que t'adores développer et créer. Ouais. Et tu t'es orienté vers le cinéma.
C'est ça. Et du coup, la réalisation particulièrement? Et bah, à la base, ouais, en fait, je suis parti, du coup, en école de ciné. Une école que j'avais repérée quand j'étais, je crois, en 5e ou un truc comme ça, où je m'étais dit: «OK, ça, je voudrais faire ça». La méthode Montessori a très bien marché. Non, mais c'est drôle, en fait, vraiment, ce truc de je sais même pas d'où ça m'est venu, en fait. Je me souviens pas, ma famille s'en souvient un peu mieux que moi de comment ça m'est venu, mais moi, j'ai très peu de souvenirs de ça. Juste, je me souviens de regarder des films, en fait, et de ressentir un truc et de me dire: «OK, je veux faire ressentir ça aux gens», en fait, cette idée-là. Et j'avais vu cette école, elle venait d'être créée quand je l'avais vue, moi, en 5e, qui était l'école de Besson, donc l'école de la Cité, et qui était pour moi un peu le havre, on va dire, parce que c'était une école qui était gratuite. Parce que l'école de cinéma, sinon, c'est soit les deux publics, Louis Lumière et la Fémis, qui sont très sélectives, soit les écoles privées qui coûtent vraiment très cher. Et elle avait un truc vraiment quand elle a été ouverte, en tout cas, l'idée, c'était d'ouvrir à des profils qui, normalement, n'auraient pas la possibilité de faire des études de cinéma. Et donc ça, moi, ça m'a beaucoup appelé. J'ai fait les concours, du coup, quand j'étais parce que j'ai fait une option cinéma après au lycée, vraiment dans le but de préparer cette école-là, j'étais vraiment dans ce truc-là. J'ai fait les concours, je me suis chauffé et j'ai été pris en section réalisation, parce qu'à l'époque, je me disais: «C'est ça que je veux faire». Et en fait, milieu de première année, je me rends compte que, bah, non, c'est pas ça qui m'intéresse, en fait. En fait, je me rends compte que le cinéma en soi, c'est pas ce qui me passionne. Ce qui me passionne, c'est de raconter des histoires. Et le cinéma, c'est une manière parmi tant d'autres de raconter des histoires, celle qui me parlait le plus à l'époque. Heu, mais du coup, en réalisation, je suis qu'avec des gens qui sont passionnés de cinéma. Eux, vraiment, le cinéma avec un grand C, ça les passionne. Et moi, moins, je suis là-bas, franchement, non, c'est moi, ce qui m'intéresse, c'est l'histoire qui est racontée derrière. Et donc, je demande à l'époque, parce qu'il y a 2 cursus dans cette école, réal et scénariste, si c'est possible de changer de cursus. C'est un cursus sur 2 ans. À la fin de la première année, je demande ça, ils me disent: «Bah, c'est pas très habituel, mais écoute, on va te faire repasser en gros 2-3 épreuves pour voir si t'as de quoi, être scénariste, tu vas nous écrire un scénario, 2-3 trucs comme ça et on te dira», et ça a été accepté et du coup, ouais, j'ai fait ma 2e année après en scénariste. Après avoir fait de la réalisation d'abord un petit peu, donc j'ai appris des bases et ça m'a servi après dans la suite de mon parcours. Mais je suis passé en scénariste. Et là, ça t'a plu, du coup? Ça m'a En fait, c'est passé de ça m'intéresser à ça me passionner. Ce que j'apprenais en réal, c'était très intéressant. Tu vois, j'avais des cours de lumière, des cours de son, des cours de documentaire, c'est très intéressant. Et là, je suis passé en scénariste et c'était écrire des scénarios, de la leçon sur comment on construit un personnage, comment on construit une histoire. Et là, j'étais passionné, je pouvais faire ça toute la journée. Donc cette expérience que tu as vécue, c'était vraiment aussi un moyen de découvrir comment raconter tes histoires. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que et je pense que c'est un truc de ce que je vois qui est assez partagé en France, il y a un truc où souvent on oppose le théorique et le créatif. En fait, on dit si. Et je pense que vous, en plus, en danse, vous voyez bien que c'est pas du tout vrai, parce que si t'as aucune technique, en fait, Ça marche pas. ça te frustre dans ta création. Tu vas pas pouvoir exprimer tout ce que tu veux exprimer. Et moi, je prends souvent, parce que j'ai fait de la musique aussi, je prends souvent l'exemple de la musique où je dis, mais en fait, la musique, oui, tu peux être autodidacte, c'est très bien, mais il y a toujours un moment où tu as un plafond de verre quand tu es autodidacte. Sauf si tu es un génie, mais voilà. Mais je pense que les génies, ils ont quand même justement un environnement où ils peuvent épanouir leur créativité et, et où, ok, ils comprennent très vite, mais ils ont aussi du coup des... Enfin, tu deviens pas un génie tout seul, tu vois. Il y a forcément. Quand tu regardes Mozart, Mozart, toute sa famille, c'était des musiciens. Donc, bien sûr, oui, le gars, il est plongé dedans depuis qu'il est gamin. Donc, forcément, il a un truc où c'est plus facile pour lui. En dehors du fait que ça n'empêche pas que c'est un génie derrière. Mais donc voilà, ça opposait un peu les deux. Et moi, je pense que j'opposais un peu les deux dans ma tête. Pas sur tout, mais tu vois, sur l'écriture, je me disais, bon, bah, l'écriture, voilà. Et en fait, j'ai vu qu'en apprenant des techniques, ça m'aidait au contraire carrément à exprimer ma créativité, surtout dans le scénario qui est une forme très codifiée. C'est pas comme aujourd'hui, j'ai vraiment ouvert un peu mes horizons d'écriture et je fais plus que du scénario. Et c'est vrai qu'il y a des formes comme le roman, comme la poésie, comme voilà, d'autres choses qui sont, le théâtre aussi, qui sont beaucoup moins codifiées. Le scénar, c'est vraiment un truc, parce qu'en fait, tu vends un scénar à un producteur, il faut que les techniciens, qui sont pas du tout forcément des gens qui sont passionnés par l'écriture, par tout ça,
ait quand même le goût de le lire et puisse comprendre ce qui se passe. Faut qu'il y ait autant un monteur qu'un chef-op, qu'un réal, qu'un acteur, qui puisse comprendre le truc. Donc c'est très très codifié comme forme. Et donc ouais, il y avait carrément besoin de se former là-dessus pour apprendre un petit peu. Donc tu dirais que l'école, elle a satisfait tes attentes de ce que t'avais d'elle, ou en vrai t'as trouvé des trucs, mais c'était quand même pas ce que t'avais imaginé? C'est un peu compliqué parce que c'est toute une histoire. Cette école, à l'école de la Cité, moi je suis arrivé à un moment en plus où elle était en train d'être un peu dans la merde. Il y avait financièrement c'était compliqué. En plus, plein milieu de ma scolarité, Luc Besson est accusé d'agression sexuelle. Donc d'un seul coup, ça fait aussi que ok, waouh, nous aussi en tant qu'étudiants, on veut prendre nos distances. Il y avait plein de choses qui étaient un peu compliquées dans cette école. Après moi, vraiment, si j'estime par rapport à ce que je suis arrivé ce que j'attendais quand je suis arrivé, oui, elle a satisfait mes attentes. Dans le sens où moi, je m'attendais à apprendre des trucs, à que ça m'ouvre des opportunités et que ça me permette de bosser quand je sorte. C'était un peu les 3 idées que j'avais. Bah tout ça, ça a été le cas. Donc oui, dans ce sens-là, elle a satisfait mes attentes, mais c'était loin d'être tout rose et d'être un long fleuve tranquille, cette école. Et donc là, t'as mis plus l'accent sur l'écriture, c'est ce qui te parle le plus par rapport à la réalisation. Bah en fait, aujourd'hui, tu veux dire ? Ouais. Ouais, ça a été un chemin, pareil, ça, parce qu'il a fallu que... En fait, l'écriture, c'était tellement un truc que j'avais toujours fait naturellement dans ma vie, même avant que je sache écrire, quand j'étais gamin, je me racontais des histoires à voix haute, genre c'était mon truc, voilà. Et ça a tellement toujours été là dans ma vie qu'il y avait un truc de ouais, mais ça peut pas être un métier. C'est trop simple, c'est trop naturel pour que ce soit vraiment un métier. Donc j'ai mis du temps à arriver aussi à cette conclusion-là, à oser. Parce qu'il y a vraiment un truc de l'écriture, mais comme toute création artistique, hein, c'est dévoiler une part assez intime de soi. Et te dire en plus qu'il y a des gens qui vont payer pour venir voir cette part assez intime de toi. Donc il y a aussi pas mal un truc de dire, mais en tout cas de moi de mon côté, de dire mais qui je suis pour qu'on paye, pour que je leur parle de moi. Enfin bref. Et donc j'ai mis du temps. C'est pour ça que j'ai fait pas mal de trucs à côté aussi. Et au début même d'ailleurs, juste après l'école, je suis parti plutôt sur des plateaux de cinéma. J'ai plutôt travaillé en tant que technicien, bien plus qu'en tant que scénariste, et ça a mis du temps, ça, avant vraiment que... Là, ça fait, je dirais, 1 ou 2 ans que vraiment je commence à vivre partiellement de l'écriture, et ça, ça a été un sacré chemin. Et t'as écrit un recueil de poèmes. J'ai écrit un recueil de poèmes, oui, qui est sorti là récemment, qui a été édité par Aesop, il s'appelle, qui était ce premier chemin, justement, du coup. En fait, il y avait ce truc de... J'ai commencé à envoyer des scénarios de fiction à des boîtes de prod, qui m'ont répondu, mais qui souhaitaient pas continuer avec moi. Et du coup, il y avait un peu une frustration de me dire, bon, ces scénarios, je les écris, et un scénario, c'est fait pour être réalisé. C'est pas comme un roman, où un roman, je peux me dire, ok, ça, une fois qu'il est couché sur papier, c'est bon, mon travail est fini. Un scénario, il y a un truc d'inachevé quand il est pas réalisé. Et donc, il y avait un peu un truc comme ça. Et pareil, depuis que j'étais gamin, enfin, un peu plus tard, on va dire, depuis que je suis au collège, j'ai commencé un peu à écrire, à faire des textes, des trucs comme ça. Et pareil, c'était un truc où j'estimais pas trop ça digne d'être lu ou partagé. Et un jour, on m'a dit, je me suis un peu fait engueuler même par une grande amie, Carole, qui m'a dit, mais en fait, là, c'est de l'égoïsme ce que t'es en train de faire, de garder ça pour toi, et ça s'agirait de te bouger le cul et de les sortir. Et donc, je me suis dit, ok, quand elle a dit ça, je me suis dit, ok, je vais écrire ce recueil, qui est un recueil du coup de textes, de nouvelles, de carnets de voyage aussi. Il y a pas mal de choses qui sont mélangées dedans, qui s'appelle L'ours continue de courir. Et ça a été un sacré chemin, et ça a été une très belle récompense de le publier et de voir que les gens me faisaient des beaux retours, que ça plaisait, que autant à des gens que je connais pas qu'à des gens que je connais. Et du coup, ça a été voilà, la dernière aventure vraiment d'écriture, ça a été ça, quoi. Et c'était assez fantastique. Et ce regard de l'écriture et d'écrire aussi sur tes expériences, ta vie, ce que tu vis, est-ce que ça impacte ou ça a impacté ta vision de la vie en général ? C'est une bonne question.
Oui, je pense, parce que du coup, je parlais un peu plus tôt du fait de devoir mettre du sens, de vouloir mettre du sens dans tout ce que je fais. Et je pense que ça vient notamment de l'écriture. C'est l'idée que moi, quand je fais quelque chose, quand dans ma vie, j'ai la vision d'une histoire aussi. J'ai envie que ma vie, ce soit une histoire. J'ai envie que ce soit digne d'être raconté, en fait. Et même si c'est juste à des petits-enfants un jour, tu vois, qu'il n'y a rien de plus. Et je pense que de ce côté-là, vraiment, l'écriture, la vision de l'écriture fait que je donne du sens à ce qui m'arrive. Et ça m'a beaucoup aidé dans les moments difficiles pour me dire, ok, ça a un sens, en fait, ce qui arrive. C'est une bonne péripétie pour le personnage qui ensuite ira mieux derrière. C'est le genre de truc qui fait se dire, ah bah ouais, le personnage, il s'en est bien sorti, et c'est cool. C'est trop bien de voir la vie comme ça. Bah ouais, moi, en tout cas, moi, ça m'aide, voilà, dans mon quotidien. Tu te vois comme un personnage? Bah, je pense que ouais, je me vois un peu comme le... Et j'aime bien me voir comme, en même temps, le personnage et en même temps l'auteur dans ma vie. Tu vois, parce que si je me vois que comme le personnage, il y a un truc de juste, je subis ce qui arrive et je dois y réagir. Là où j'aime bien aussi un peu me voir comme l'auteur en me disant, ok, bah parfois c'est aussi à moi de faire vraiment le choix de qu'est-ce que je veux raconter avec ma vie. Tu vois, et quand j'ai des choix à faire, par exemple, bah là récemment, que je vais repartir en Mongolie, et il y avait le choix de, là j'étais dans un boulot stable, et il y avait le truc de, ok, est-ce que je lâche ce boulot stable pour repartir en Mongolie dans un boulot qui va durer 1 mois et quelques, et après quand je reviens, je sais pas ce que je fais, ou est-ce que je reste dans ce boulot stable? Et là, typiquement, bah, j'aime bien me dire, ok, c'est quel sens que je veux donner à mon histoire? Et de par ton expérience dans l'écriture, si tu devais donner des conseils justement à quelqu'un qui veut se lancer un peu dans tout ça, enfin, qu'est-ce que tu conseillerais au début? De tout écrire. C'est-à-dire? En fait, vraiment, il y a un truc de... En tout cas, moi, je peux parler que de mon expérience, je sais pas comment vivent les autres gens qui écrivent. Moi, au début, il y avait un truc de qu'est-ce qui est digne d'être écrit, qu'est-ce qui vaut la peine, qu'est-ce qui vaut pas la peine, qu'est-ce qui est une bonne idée, qu'est-ce qui est une mauvaise idée. Et je pense que la chance que j'ai eue, c'est que j'ai quand même été bien soutenu dans mon entourage, donc j'ai toujours eu ce truc-là de vas-y, je note, je fais même des trucs où je me disais, ok, bah cette histoire, moi j'ai un carnet qui date d'il y a longtemps où j'ai écrit toutes les idées d'histoires que j'ai eues, même pas les histoires que j'ai forcément écrites, les idées d'histoires que j'ai eues. Et donc quelqu'un qui commencerait, j'ai envie de lui dire, bah tout ce qui te passe par la tête comme histoire, écris-le en fait. Fais-le. Note, même si c'est juste noter, parce que tu dis, bon, bah celle-là, j'ai pas l'inspiration aujourd'hui. Peut-être que dans 5 ans, moi, ça m'arrive de retrouver des synopsis d'histoires que j'avais fait, que j'avais écrit quand j'étais au lycée, par exemple, et de les retrouver aujourd'hui et de me dire, ah putain, c'est inspirant ce truc-là. J'aurais pas eu l'idée aujourd'hui, mais du coup, j'ai l'idée maintenant. Et ça, c'est le premier conseil. Et le deuxième conseil, c'est d'asseoir ses fesses sur une chaise devant une page blanche. En fait, il y a qu'un seul moyen d'écrire. Hein. En fait, c'est celui-là. Non, mais tu peux le prendre le problème de tous les sens que tu veux. Si tu fais pas cette étape-là à un moment. Et moi, j'ai rencontré beaucoup de gens qui avaient des vrais talents dans l'écriture, mais juste qui arrivaient pas à faire cette étape-là, en fait. Et du coup, qui écrivaient un peu au gré du vent, de bon, bah Et moi, le moment où j'ai changé, où je pense que j'ai professionnalisé mon écriture vraiment, c'est le moment où j'ai commencé à me dire, ok, tous les jours, je dédie un temps à ça. Même si c'est 20 minutes, même si c'est 30 minutes, même si c'est juste me poser sur la chaise, me dire, putain, j'ai aucune idée aujourd'hui, et me relever de ma chaise. Au moins, j'ai fait cette étape-là, en fait. Et ça demande de la discipline. Hein, il y a une vraie discipline. En tout cas, pour en faire quelque chose, je pense. Parce qu'on voit il y a des écrivains très, très célèbres qui eux-mêmes disent ils ont pas de discipline, mais du coup ça bloque toujours à un endroit en fait. Ils vont sortir un bouquin tous les 15 ans, il y a des limites quand il n'y a pas de discipline. Donc moi je pense que c'est comme vous quoi, si tu t'entraînes pas bah oui c'est sûr, derrière tu progresses pas en Exactement. fait. Tu sens que ta plume elle s'affine au fur et à mesure aussi de ces écritures quotidiennes et de ton expérience? Ouais, je pense que j'apprends beaucoup à chaque fois que j'écris, à chaque fois que je fais lire aussi en fait, surtout à quelqu'un. De te confronter au regard des autres. Ouais, de me confronter au regard des autres. Et après, je change pas ce que j'écris parce que ça plaît ou plaît pas aux autres. Toujours, moi, ce que j'essaie de me dire quand on fait un retour, c'est est-ce que ce retour, il me parle, en fait? Est-ce que cette histoire, c'est l'histoire que j'ai envie d'écrire? Parce que parfois, quelqu'un pourrait me dire, et ça m'est déjà arrivé quand je fais des retours, ah, elle est sympa ton histoire, mais si ça partait plutôt par là, je suis là, oui, ok, mais ça, c'est l'histoire que toi, tu voudrais voir. Et c'est super, franchement, si t'as envie, écris-la. Mais moi, c'est pas l'histoire que j'ai envie d'écrire. Et si l'histoire que j'ai envie d'écrire, elle ne marche pas, c'est mon problème. Tu vois, mais j'aurais écrit ce que j'avais besoin et envie d'écrire. Et oui, moi, je pense que
qu'au fur et à mesure, en tout cas, je vois la pratique, hein, c'est comme un instrument, hein, la pratique quotidienne, fait que ça devient de plus en plus facile aussi. Et puis, il y a un truc, et de plus en plus automatique, et aussi j'arrive à durer aussi sur, du coup, plus longtemps quand j'écris. Je sais qu'au début, au bout d'une heure, j'étais cramé, en fait. J'écrivais une heure, mentalement et tout, il y avait un truc de ok, j'arrive pas à continuer. Là, aujourd'hui, je peux faire des sessions de 3-4 heures à la suite sans trop de problèmes, parce que j'ai travaillé ce truc-là, quoi. Vraiment, je fais du cardio d'écriture, tu vois. Mais voilà. Après, il y a toujours ce truc-là aussi dans l'écriture où moi, je suis resté vraiment à ce truc de base que j'ai lu un jour d'un poète qui s'appelle Rainer Maria Rilke, qui a écrit dans un truc qui s'appelle Lettre à un jeune poète, où il écrit justement à un jeune poète qui lui demande des conseils. Et il lui dit un truc du style mais surtout demandez-vous aux heures la plus sombres de la nuit, êtes-vous contraint d'écrire, en fait. Et si la réponse est oui, alors continuez à écrire. Et moi, il y a ce truc-là où l'écriture, j'ai pas. Enfin, si, j'ai envie d'écrire, mais je pense que j'ai besoin. C'est pour ça aussi. Et si demain on me dit, bah ok, tu gagneras jamais d'argent avec l'écriture, rien ne sera jamais publié, je continuerai pareil. Ça changera pas. Et moi, c'est ça qui m'a fait me dire aussi, ok, l'écriture, c'est ce vers quoi il faut aller. Tu parlais de tes péripéties tout à l'heure aussi. Est-ce que tu as fait face à des illusions dans ton parcours? Oui, oui, j'en ai fait face à plein. Des illusions et des désillusions. Il y a eu d'abord, je pense, ce que je te parlais tout à l'heure, par exemple, de la réalisation, de me dire, ok, en fait, c'est pas mon truc, et de voir que j'étais pas si talentueux là-dedans aussi. Ça a été un truc de me dire, ok, bah ça, c'est pas mon truc, et c'est difficile, parfois, en tout cas pour moi, de me dire, ça, je suis pas bon là-dedans. Et c'est ok. Il y a eu la désillusion aussi de la première fois que j'ai envoyé un scénario à une boîte de prod et qu'il a été refusé, en fait. Première fois que j'ai fait ça, je suis allé à Paris avec une amie, Viane, et on avait imprimé le scénario et on s'était dit, ok, on va aller le déposer à plusieurs boîtes de prod. Et première boîte de prod qu'on va voir, ils nous disent, mais vous connaissez le producteur? Et moi, je suis là, bah non, je viens juste poser un scénario parce que j'avais rencontré une scénariste pro qui m'avait dit que ça fonctionnait comme ça. Il m'a dit, bah non, mais si vous connaissez pas le producteur, cassez-vous, quoi. Et j'ai fait, ah. Et là, quand on est sorti de celle-là, c'était la première. Je peux te dire que pour aller voir les autres, c'était compliqué. Ça a été une sacrée désillusion. Et en fait, j'ai continué et les autres ont pris le scénario derrière. Il y a que eux qui m'ont recalé comme ça. Ça a été une bonne petite désillusion. Et puis globalement, je pense à chaque fois qu'un projet se fait pas, à chaque fois que... Il y a vraiment un truc où moi, je me souviens d'un prof qui m'avait dit ça quand j'étais à l'école, qui m'avait dit, vous verrez, ceux qui réussiront dans ce métier, ce sera pas forcément les plus talentueux, ce sera les plus persévérants. Parce que faut être capable de bouffer du refus, et du refus, et du refus, et d'accepter que tel projet sur lequel t'as bossé 1 an, bah en fait, celui-là peut-être qu'il se fera jamais, ou alors il se fera dans 10 ans, t'en sais rien encore. Et je vous hoche la tête, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est assez commun. Bah, c'est pareil en danse en fait, dans tout ce qui est un peu artistique ou hyper sélectif où il y a très peu de place et tout, j'ai l'impression que en fait si t'as pas le mental de persévérer, comme tu dis, d'accepter les refus. Mais surtout que je sais pas comment vous le vivez en danse, mais moi il y a un truc en plus de l'écriture c'est difficile de se distancier de ce que je fais parce que c'est tellement moi ce que je fais que quand il y a un refus, peut y avoir un truc de c'est comme si on me refuse moi qui je suis, tu vois, comme si ce que je suis, c'est pas assez bien. Mais ça va avec le fait que tu peux pas plaire à tout le monde. Mais exactement. Et c'est normal. Et ça va avec le fait que aussi je fais de la merde, parfois. Il y a tout ce que je fais pas bien. Mais en fait, c'est de la subjectivité. Enfin, nous, en danse, c'est aussi subjectif. C'est ce que tu colles... Enfin, quand t'es interprète, est-ce que tu colles à ce que les chorégraphes recherchent à ce moment-là pour ce projet? Est-ce que ce jour-là, t'as montré un truc? Parce qu'il y a ça aussi de qu'est-ce que tu montres de toi en audition. Et ça se trouve, tu vas avoir montré un truc, mais dans ta boîte à outils, t'as un tournevis, un marteau et plein d'autres choses, quoi. Du coup, si à cette audition, moi, je me suis dit, là, faut que j'y aille avec un tournevis, et qu'en fait, eux, ils cherchaient un marteau, et bah du coup, j'ai pas montré la bonne chose, alors que peut-être que je l'avais en stock, mais aussi peut-être pas, tu vois, ça se trouve, ils cherchaient aussi une perceuse, et j'avais pas de perceuse dans ma boîte à outils. Donc, après ça, je pense que tu peux cibler plus au début quand tu candidates aux auditions s'ils cherchent une perceuse ou un tournevis, mais
Ah, Mais voilà. c'est hyper intéressant parce qu'il y a un truc un peu comme ça, moi, que j'ai vu aussi dans l'écriture. C'est qu'à un moment, je me suis dit, ok, fais chier, dans le scénario en tout cas particulièrement, parce que ça marchait pas à cet endroit-là. Je me suis dit, ce que je fais, qui est très personnel, ça fonctionne pas. J'en ai marre, je vais écrire un truc où je vais regarder ce qui marche et je vais écrire un truc comme ça, en fait. Et c'est hyper intéressant parce que quand j'ai envoyé ce scénario-là à des boîtes de prod et j'ai eu des retours. Euh, et en fait, il y a un truc de ce qu'on me reprochait dans les scénarios d'avant, que c'était très personnel, que du coup il y avait un truc où c'était souvent ça coûtait cher, il y avait beaucoup d'ambition, mais du coup pour un premier film c'est compliqué, voilà, on m'a beaucoup répondu ça. Bah là, on me disait, ah, c'est super parce qu'on pense que là ça peut parler à plein de gens, que ça marche bien, que ça fonctionne. Par contre, du coup, c'est un peu trop presque, ça peut parler à plein de gens et on aimerait bien un truc un peu plus singulier. Bon, après, c'est une industrie aussi pleine de paradoxes, l'industrie du cinéma, mais. Bon, c'est un peu pareil en danse où il faut que tu Oui. sois authentique et que tu sortes du lot, mais en Mais même tu temps réponds aux que attentes. tu correspondes. Ouais. Ouais, Mais, on te demande les trucs inverses. opposé. Et est-ce que vous avez, vous, un peu ce côté-là aussi dans le. Parce que moi, je sais que c'est ce qui m'a éloigné du cinéma aussi aujourd'hui, un petit peu, et à un moment. C'est vraiment le côté industrie. Est-ce que vous avez le côté autant industrie en danse aussi, ou vraiment vous êtes encore dans un truc qui est assez préservé de ça? Ça, c'est en train de s'industrialiser quand même, je dirais. Et après, ça dépend dans pourquoi tu candidates, parce qu'il y a tout ce qui est plutôt danse commerciale, on va dire. Où là, j'ai l'impression que ça marche vraiment comme dans le ciné, où les auditions, c'est vraiment, t'es plein. Enfin, c'est plus comme ça, quoi. Ouais. Mais après, pour les projets plus indépendants ou émergents, ou trucs comme ça, j'ai l'impression que c'est pas du tout le même état d'esprit. En fait, il y a beaucoup ce truc aussi où, bah, contrairement au cinéma, la danse de base, c'était le secteur public. Et où du coup, actuellement, il y a vraiment plus une logique de, de marché qui s'installe parce qu'il y a moins de financement, que ce soit des projets, donc du coup des interprètes, mais aussi pour les salles, donc pour la diffusion. Donc vraiment un peu tout. Donc moins de place égale beaucoup plus de compétitivité et de concurrence. Et donc beaucoup plus ce truc d'essayer de correspondre, ou en tout cas... Puis une enfin, logique de rentabilité dans le privé Ouais. qui avait peut-être pas dans le public, en fait. c'est ça. Un besoin que le spectacle il soit rentable, que. Parce qu'un spectacle, c'est absolument pas rentable. Enfin, en vrai, c'est souvent c'est pas Ouais. rentable. Non, mais de toute façon, j'ai l'impression que c'est propre à globalement une grande partie de l'artistique. C'est-à-dire que le cinéma, c'est une des plus grosses industries mondiales. Vraiment. Donc on est sur un stade, tu vois, en France, le cinéma, c'est plus gros que je crois qu'il y a que l'automobile qui est plus gros en France que le cinéma. Et pourtant, les 3/4 des boîtes de prod que j'ai rencontrées ne sont pas rentables. Et ils te disent, on fait que faire une genre de semi-stabilité parce qu'on perd de l'argent, puis on en gagne, puis on en perd, puis on en gagne. Les studios hollywoodiens sont à des millions, des centaines de millions de dettes, c'est un truc de fou, en fait. Ouais. Et du coup, ouais, il y a un truc qui est assez vertigineux, je trouve, là-dessus, dans l'idée que en fait, c'est pas rentable, quoi. Mais après, oui, parce que la culture, en général, ça a pas forcément été créé pour être rentable, quoi. Et pour revenir un peu à ce que tu disais. Oui, c'est vrai qu'on a eu un petit. On a dit, mais du coup, tu disais que récemment, tout à l'heure, tu as tourné un documentaire en Mongolie. Ouais. Et à traverser à cheval. Ouais, c'est ça. Et justement, c'est le mélange un peu de deux de tes grandes passions. Oui. Donc les chevaux et la réalisation, on va Ouais, dire, l'écriture, ouais. raconter des histoires. Et est-ce que tu aimerais que justement, la suite de ton parcours, ça implique plus ces deux aspects-là? Genre, est-ce que c'est possible de vraiment mélanger j'ai même envie de te dire que c'est un mélange de 3 de mes grandes passions, en vrai. Parce qu'il y en a une autre qui est plutôt le côté culturel, d'apprendre, en fait, vraiment la culture, le côté un peu anthropologique que j'ai étudié aussi à une époque. Qui, ça, est toujours quelque chose qui m'a passionné. Et ouais, moi, j'aimerais, en fait, que ça mélange tout. Et j'estime que c'est plein de cordes à mon arc que je peux utiliser en même temps, tu vois, pour au lieu de tirer une flèche, en tirer 3 d'un seul coup. Et là, ce documentaire, par exemple, donc ouais, on est parti une vingtaine de jours à cheval à travers les steppes avec Vianne, qui était la co-réalisatrice du documentaire et cadreuse. C'était pour vraiment, donc on suivait Tengiz, qui lui est un jeune franco-mongol, qui a vraiment grandi entre ces deux cultures. Lui, il est né en Mongolie, il a grandi dans la steppe, tout en retournant en France, en ayant un père français, une mère mongole. Et donc, dans cet entre-deux de cultures. Et
Moi, c'est aussi pour ça que ce projet, il m'a parlé, parce que comme tu le dis, moi, j'ai plusieurs parts dans ma vie que j'essaye aujourd'hui de réunir. Et lui, c'était ça dans vraiment son identité profonde, tu vois. Donc il y avait un truc qui était encore plus fort que ce que moi je peux vivre, ou en tout cas encore plus évident. Euh, et c'était une aventure magnifique. Alors c'est sûr que ouais, j'ai pu mélanger voilà, ma passion de travailler avec les chevaux, l'écriture, les histoires, le voyage, l'apprentissage d'une autre culture, tout ça, c'était vraiment passionnant. Après, j'attends pas forcément que tous mes projets soient basés là-dessus. Euh, Juste, je me dis toujours, ok, comme je te dis, c'est plusieurs cordes à mon arc, donc si je peux les utiliser en même temps, c'est génial. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en tout cas, il y a un truc dans la transmission de culture qui me passionne vraiment et où là, j'aimerais bien orienter un peu plus mes projets là-dessus. Et parce que j'estime que c'est quelque chose qui a du sens. En tout cas, aujourd'hui, dans la façon dont je vois le monde, dans la façon dont j'estime qu'on a besoin aussi, avec tout ce qui se passe dans le monde, de se réunir un petit peu et pas de se diviser. Au début, tu parlais de ton début d'existence qui était nomade. Ouais. Et aujourd'hui, tu as toujours cette envie de bouger, d'aller d'un projet à l'autre, mais aussi d'un lieu à l'autre. Et comment tu fais pour gérer le changement de lieu régulièrement dans ta vie? Moi, j'ai toujours eu cette capacité, peut-être parce que j'ai grandi comme ça aussi, donc ça a été ce qui m'a été transmis gamin, de m'installer très vite dans un lieu, d'occuper très vite un lieu, c'est-à-dire que vraiment en une semaine, je peux occuper un lieu et poser mes affaires. Voilà, j'ai aussi du coup ce truc de... Pourtant, c'est intéressant, je suis assez attaché aux objets, du coup, ce mode de vie me force à pas garder grand-chose non plus tout le temps, à pas avoir des tonnes et des tonnes d'affaires. Là, tu vois, par exemple, le grand truc que j'ai, c'est un air fryer. Je sais pas quoi. Ça, c'est un peu galère à trimballer. C'est un truc très matériel, tu vois, basique, matériel que je possède. Mais en fait, voilà, j'ai ce truc-là où je m'installe très vite quelque part. Et aussi, j'ai l'impression de très vite stagner quelque part. Pourtant, je suis en plus quelqu'un qui peut être assez casanier, assez voilà, solitaire, dans ma grotte, dans mon truc. Donc en plus, je pense que cette partie nomade de moi, elle est là pour pas que je m'installe trop dans cette autre partie de moi. Sinon, je pense que je pourrais avoir tendance à être quelqu'un qui resterait vraiment au même endroit, qui serait dans sa routine, qui bougerait pas. Et je vois que c'est une facilité pour moi aussi quand je m'installe à un endroit. Là, par exemple, je suis en train de déménager de mon lieu de vie. Il y avait un truc vraiment où autant ça me fait du bien, autant je sens qu'il y avait la facilité de rester là, parce que là, c'était confortable, même si ça convenait plus à mes objectifs de vie. Et puis surtout, en fait, l'idée que... Moi, j'en reviens toujours à cette idée-là du sens. C'est-à-dire que j'ai jamais bougé sans qu'il y ait de sens. Si je bouge, si je fais un voyage, si je fais un... C'est pas de la consommation, et je veux surtout pas que ce soit... Je fais très attention à que ce soit pas de la fuite, en fait. Et c'est pour ça que j'ai toujours besoin d'une intention et d'un sens derrière. Parce que sinon, si ça n'a pas de sens, c'est que juste je suis en train soit de consommer du voyage et du déplacement, et ça, je peux le faire en consommant, je te parle d'une consommation de voyage, oui, exotique, à l'étranger, voilà. Mais ça peut aussi être juste, je vais aller de ville en ville, je vais telle région, je vais vivre dans telle région, puis dans telle région, puis dès que je m'ennuie là, en fait, je vais partir là. Et ça peut être un jeu infini. Donc moi, j'essaie aussi de mettre de la vigilance là-dessus. Pour pas que ce soit trop voilà, une fuite là-dedans. Mais du coup, donc toi, tout quitter du jour au lendemain, ça te fait pas du tout peur. Tu pourrais totalement le faire, s'il y a du sens. Si, ça me fait peur. La question, c'est pas est-ce que ça me fait pas peur. Bien sûr, là, tu vois, même ne serait-ce que de déménager, là, à chaque fois que je déménage, moi, j'ai un peu peur. Hein. Chaque fois que je pars en voyage, j'ai un peu peur. Il y a le truc de, ok, je pars dans un nouveau pays, je sais pas où je vais. Il y a forcément, moi, ce truc qui me traverse. Et si je revenais pas, tu vois, qu'il y a un truc qui me traverse quand je pars à l'autre bout du monde, surtout. Donc si, j'ai peur. Ça me fait peur de tout plaquer du jour au lendemain. Par exemple, si tu me dis demain, faut tout que tu plaques. C'est juste que c'est un domaine où j'estime être capable d'aller au-delà de cette peur-là. Pour dire, ok, si ça a du sens, je vais dépasser cette peur. Et je vais pas la laisser gérer ma vie. Mais comme, en fait, tout plaquer du jour au lendemain, ça me fait très peur. Mais comme m'installer et ne plus être capable de tout plaquer du jour au lendemain, ça peut me faire peur aussi. Tu vois. Je comprends, ouais. Mais non, c'est pas parce que j'ai ce mode de vie-là que ça me fait pas peur.
Moi, je pense même que c'est ce que je te disais au début. Je pense toujours qu'on choisit nos modes de vie parce qu'on est les plus. Si je choisis un mode de vie, tu sais, c'est ce qu'on dit, c'est les cordonniers les plus mal chaussés. Souvent, tu deviens thérapeute parce que t'es celui qui en a le plus besoin, en fait. Et moi, du coup, il y a un truc où je pense que j'ai choisi ça justement parce que je suis quelqu'un pour qui c'est pas évident de faire ça. Et donc, j'ai aussi choisi ça, comme je te dis, pour pas rester dans un truc où j'aurais pu m'enfermer sinon. Et donc, si, je vois que c'est un challenge à chaque fois. De moins en moins, comme l'écriture. À chaque fois que je le fais, Ouais, la fois petit à d'après petit. est un peu moins Ouais. stressante. De manière générale, t'as l'air de plutôt provoquer que laisser faire dans ta vie. En vrai, les deux. Je vais te donner un exemple assez basique. L'année dernière, avant d'aller en Mongolie, j'étais au Japon. Et je suis au Japon et j'arrive pour prendre mon avion pour aller en Mongolie. Et on me dit, vous avez pas de visa, vous pouvez pas aller en Mongolie. J'avais une escale en Corée. Et ils me disent, vous pouvez prendre cet avion-là pour aller jusqu'en Corée, mais vous risquez de rester coincé en Corée et ils vous laisseront pas rentrer en Mongolie. Moi, on m'avait dit, il n'y avait pas besoin de visa pour aller en Mongolie. Nara, la personne qui me fait venir, qui m'emploie en Mongolie, me disait ça. Donc, moi, je disais, mais attendez, mais c'est pas normal. Et ils me montrent des documents officiels et tout. Donc, je me dis, bah oui, en effet, il y a besoin d'un visa quand on reste plus d'1 mois. Et moi, je restais genre 1 mois et 10 jours, je crois, un truc comme ça. Donc, c'est la merde. Donc, ils me disent, qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous prenez l'avion? On risque d'être bloqué en Corée. Je dis, non, écoutez, là, je suis au Japon depuis un petit bout de temps. Je sais comment ça se passe ici. Je vais rester plutôt au Japon. Et voilà. Et puis, donc j'appelle Nara. Nara me dit, bah non, en fait, ils se sont trompés parce qu'il n'y a pas besoin de ça. Et en gros, on peut prolonger le visa de base. Enfin bref, une histoire un peu administrative, mais. Sauf que, bah, pas le temps. L'avion est déjà parti. Le temps qu'elle me réponde, il y a un décalage horaire entre la Mongolie et le Japon. Il était très tôt le matin. Donc, je me retrouve au Japon. Elle me dit, bah, reprends un billet d'avion. Le moins cher, il était dans 10 jours, à l'autre bout du Japon. Enfin, pas à l'autre bout. Moi, j'étais à Osaka, il fallait aller à Tokyo, pardon. Il fallait aller à Tokyo. Donc, c'est quand même assez loin. C'est genre 3h30, je crois, de train à grande vitesse, un truc comme ça. Donc, je me retrouve dans ce truc-là de me dire, ok, bon, là, j'ai clairement rien choisi, tu vois. C'est un peu moi qui était victime des choses. Et je me dis, bah, comment est-ce que je tire profit de ça? Et du coup, je fais 10 jours à Hakone, à côté pas loin de Tokyo, qui est un très bel endroit. Et j'attends un petit peu, mais bon, ces 10 jours-là, je suis là, ok, c'est compliqué quand même, j'ai plus trop de sous, je me retrouve à devoir rester ici, à payer un logement, ce que j'avais pas prévu, puis franchement, j'ai plus grand-chose à faire au Japon, donc je suis un peu dans cet entre-deux. Et là, tu vois, j'avais pris de la décision, j'avais dit, ok, bah, je vais me remettre du sens dans le fait de faire ça, etc. Et je me dis, bon, écoute, je vais aller me balader au pif un peu, on va voir en fait où la vie me mène. Je vais me balader un petit peu et je tombe sur une petite échoppe, au Japon, un petit bijoutier là. Et il faut savoir que ça fait un bout de temps que des chamans en Mongolie m'avaient dit: «Il faut que tu t'achètes un bracelet en acier noir, c'est important», voilà, ils te disent parfois des trucs comme ça, heu, dans un minerai noir. Et alors trouver un bracelet en minerai noir, c'est assez galère, et bah, ce bracelet-là, il était dans cette boutique au Japon. Ou que j'aurais jamais trouvé si je m'étais pas laissé porter par le truc. Donc j'essaye toujours d'avoir un peu un entre-deux sur, je prends des décisions, mais il faut aussi savoir, pour moi, quand est-ce que c'est le moment de lâcher, et quand est-ce que c'est le moment de dire, ok, là je ne sais pas, je me laisse porter et je fais confiance à ce qui va venir, ou de sentir en fait. Je suis parti par exemple de l'Uruguay un peu plus tôt que ce que je devais quand j'étais en Uruguay, parce qu'il y a un truc où j'ai senti de, ok, j'ai fini ce que j'avais à faire ici, c'est plus le moment d'y être, alors que j'avais prévu dans mon conscient, dans mon mental, tu vois, dans ce que j'avais organisé, j'avais prévu de rester plus longtemps, je voulais aller au Pérou après, et ça je l'ai pas fait parce que j'ai senti que, ok, c'était plus le moment, et c'était hyper juste en fait de faire ça. Eh ben, merci pour ce partage. Maintenant, on va se laisser porter, nous. Le micro est à toi. Blanche, j'ai choisi, c'est un livre qui s'appelle Faucon Hurlant, qui raconte l'histoire d'un pasteur, chrétien qui va chez les natifs américains aux États-Unis pour à la base les convertir. Et c'est à l'époque moderne, hein, pour vraiment faire du travail de missionnaire, c'est pas à l'époque de la colonisation. Et on va lui amener tout un enseignement sur le fait d'être un guerrier. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. Et j'expliquerai peut-être après le texte pourquoi je l'ai choisi, pourquoi je voulais en parler à ce moment-là. Donc là, c'est un moment où l'homme médecine qui lui enseigne, lui parle, lui donne un enseignement justement
là-dessus. Donc il lui dit « Le problème ne réside pas dans l'agression. L'agression est synonyme de pouvoir. L'agression est ce qui permet d'aller au combat avec courage et audace. Le combat n'est pas mauvais en lui-même. Certains combats doivent être livrés, d'autres non. L'agressivité qui conduit à mener des combats inutiles et destructrices. L'agressivité qui conduit à s'engager dans des conflits nécessaires est bonne. Certaines personnes ont considéré que la parole de Jésus, selon laquelle il faut aimer ses ennemis, signifiait que tous les conflits sont mauvais et qu'on ne devrait pas avoir d'ennemis. Ce n'est pas ce que Jésus voulait dire. Aimer ses ennemis ne signifie pas que vous n'avez pas d'ennemis ou que les guerriers sont inutiles. C'est exactement le contraire. Le guerrier authentique est capable d'aimer ceux avec lesquels il est en conflit, parce qu'il sait qu'il projette en ses ennemis ses propres démons intérieurs. Nos ennemis ne sont pas nécessairement mauvais. Dans de nombreux cas, nos ennemis sont seulement des gens qui défendent des valeurs différentes des nôtres. Comme tu l'as peut-être remarqué, il n'est pas rare que deux peuples qui ont été en guerre l'un contre l'autre s'allient et nouent des relations amicales quelques années plus tard. La plupart du temps, ce sont des problèmes non résolus plutôt que des mobiles malveillants qui entraînent des conflits et qui font qu'un peuple devient l'ennemi d'un autre. Lors d'une guerre, les soldats défendent les frontières. Non seulement les frontières physiques des différents pays, mais également les frontières qui définissent les valeurs d'un peuple. C'est l'existence de frontières mal définies qui, plus que toute autre chose, provoque les guerres. Voilà. Donc ça c'est le texte. Et pourquoi j'ai choisi ça ? Parce que avec l'état du monde actuel, tout ce qui se passe aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il est vraiment essentiel en tout cas pour moi, de se réapproprier la lutte, le combat, et qu'il ne soit pas une lutte stérile, parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui on danse un peu avec ces définitions de la violence. C'est un peu compliqué. Qu'est-ce que c'est ? En même temps, la violence, on sait que c'est mal, et en même temps parfois on a l'impression que c'est nécessaire, mais quand est-ce qu'elle est nécessaire ? Quand est-ce qu'elle est... Est-ce qu'on n'est pas juste en train de justifier nos actes parce qu'on est aveuglé par nos valeurs alors que quand c'est le camp d'en face qui les fait, on trouve que ces mêmes actes, ils sont horribles. Et j'aime bien cette idée que, en fait, ce qu'on combat, c'est toujours les ombres qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes. Même quand on combat si je combats une dictature, si je combats un régime fasciste, c'est qu'à l'intérieur de moi, il y a un dictateur. C'est qu'à l'intérieur de moi, il y a un fasciste qui pourrait céder à ce truc-là, en fait. Qui pourrait aussi... et si je suis pas capable, avant même de résister à une société qui dérive dans l'autoritarisme, de résister à cette part-là en moi, bah en fait, je peux peut-être mener un combat, mais si je gagne, je vais juste refaire la même chose que mes ennemis derrière. Je vais juste refaire la même chose que ce qui avait été fait, et du coup, ça aura été vain. J'aurais juste utilisé de la violence pour changer, puis j'aurais instauré d'autres valeurs, parce que ce sera mes valeurs et que je me dirais qu'elles sont mieux que celles des autres. Et grâce à ça, et bah en fait, ce sera mieux. Et c'est ce que je me raconterai, tu vois. Et pour moi, là-dedans, il parle de ça, et il parle du fait que ce qu'il appelle en plus l'agression, et que je trouve qu'il y a un mot fort pour nous, parce que ça signifie des choses qui sont assez négatives, de mettre un autre sens derrière, et de comment est-ce que ça peut être une énergie aussi qui peut être utilisée de manière positive, de manière à faire changer les choses. C'est quelque chose qui m'inspire beaucoup. Et moi, j'aime toujours me dire qu'ok, tout ce qui se passe à l'extérieur, en fait, c'est vraiment une projection de ce que moi j'ai à l'intérieur. Trop bien. Bah, merci beaucoup pour le partage, c'est trop intéressant. Et justement, à partir de ce sujet-là et de ton texte, on a dégagé du coup 4 questions. Ok. Du coup, on peut les piocher, chacun notre tour, Okay. et on peut en parler, répondre en fait Ok, trop tous bien. les 3 dessus. Génial. Ça va. Du coup, je te laisse piocher En la premier première. Ok. Dans un conflit, comment favoriser la rencontre et l'échange ? C'est pas facile. Non. Alors les questions sont très difficiles. Hein. C'est jamais vraiment, facile. Non. Mais je trouve que, par exemple, pour reprendre vraiment le texte, il donne une clé qui est assez intéressante, qui est de se dire... Et un jour, c'est une femme médecine brésilienne qui m'a dit ça un jour, qui m'a dit « Prends conscience que entre toi et celui qui est en face de toi, il n'y a que des circonstances qui changent. » Ce qui veut dire que, en tout cas, comment moi je l'ai interprété, c'est que la seule chose qui fait que je suis différent de toi, c'est que les circonstances de notre vie ont été différentes. Et que peut-être que si j'avais eu les mêmes circonstances de vie que toi, j'aurais fait les mêmes choix que toi. Et donc pour moi, de penser ça à chaque fois que je suis en conflit avec quelqu'un, ça veut pas dire que je vais pas
rentrer en conflit si j'estime que la personne en face est en train de faire quelque chose qui est pas juste, qui doit être réprimandé, ou tu vois. Mais ça me fait me dire, ok, toujours garder en tête que cette personne-là, c'est juste qu'elle a eu un vécu différent, et que peut-être que moi, si j'avais eu le même vécu qu'elle, je ferais la même chose. Et du coup, ça me fait me dire qu'au final, on n'est pas si différents, et en même temps d'accueillir que là-dessus, bah si, on est différents. Moi, c'est ce que j'essaye de faire quand j'essaye en tout cas d'apaiser un conflit. Pour me dire, ok, que ce soit moi par rapport à quelqu'un, parce que je sais que parfois la colère aussi, ça peut être juste épuisant, surtout quand elle n'a pas de réceptacle, comme bah là je prends par exemple un conflit plus général face à la société ou des trucs comme ça, bah, elle peut se sentir très vide parce qu'il n'y a personne sur qui la déverser, quoi, cette colère-là, sauf quand tu vas dans la rue, mais sinon, au quotidien, c'est compliqué. Donc d'essayer de me dire, ok, mais en fait, cette personne-là, en face, il n'y a que des circonstances qui changent en fait entre nous. C'est juste ça, c'est juste nos valeurs sont différentes, et moi j'ai cette croyance que 99% des gens veulent pas faire le mal. En fait, eux ils se disent pas je fais le mal. Eux ils ont juste des valeurs où ils se disent je vais faire le bien. Et il y a peut-être 1% de gens qui se disent vraiment allez je vais foutre la merde, ça va être mon plaisir. Mais j'estime que la plupart des gens c'est juste qu'on a des valeurs différentes, et que du coup si on arrivait à s'accorder sur des points communs de base, et bah peut-être qu'on pourrait ensuite remettre en question, tu vois, les valeurs qui rentrent en conflit. Oui, donc ce serait plutôt se mettre à la place de l'autre. Enfin, Ouais, moi, je sais que je dirais peut-être essayer de se mettre à la place de l'autre, mais c'est vrai que pendant le conflit, enfin, tu sais, des fois, t'es vraiment dans ton truc et t'es que dans ta position. Et en plus, si c'est un moment où t'es vraiment en conflit, bah, ton émotion, je trouve, peut parfois prendre le dessus. Mais c'est pour ça que je te dis que, à mon avis, le meilleur chemin, c'est d'abord d'essayer d'être droit à l'intérieur. Parce que plus à l'intérieur ça ira bien pour toi, plus quand tu seras dans un conflit, tu seras capable de vite reprendre les rênes. Oui, non, mais totalement. Mais je pense que c'est ça qu'il faut réussir à... Ouais, je suis grave d'accord. Mais je suis complètement d'accord que c'est très compliqué. En plus, surtout quand ça implique des trucs, soit des blessures profondes, hein, soit d'injustice, soit d'humiliation, soit de, tu vois, et que t'es là-dedans. Ah, c'est... Puis parfois, faut aussi savoir, je pense, se mettre à la place de l'autre serait très bien. Demain, si quelqu'un t'agresse dans la rue, il faut aussi juste savoir se dresser et dire non, ça oui, c'est pas bien ok. sûr. Tu vois, il y a aussi Ouais, ces ça dépend conflits-là. des situations, ouais. Si quelqu'un essaye de te prendre une liberté fondamentale, faut aussi juste être capable. Et tu vois, moi, c'est ce que j'aime bien dans le texte aussi. C'est il dit parfois, faut juste aussi être capable de se dresser et de faire preuve d'agression pour pouvoir se protéger, en fait, protéger sa frontière à soi, quoi. Mais je pense que si c'est un désaccord ou un truc où vraiment t'as... En fait, ouais, c'est que je pense que tes valeurs, du coup, avec l'autre personne sont très différentes, si vraiment il y a un gros conflit. Mais je pense que il faut savoir, du coup, écouter l'autre. Et des fois, je remarque que dans un conflit, en fait, les personnes sont vraiment tellement sur leur position et tellement fermées qu'en fait, elles écoutent même pas le propos de l'autre. Et du coup, quoi que la personne dise, en fait, ça va même pas rentrer. Mais c'est ça. À l'intérieur, du coup. Et c'est pour ça que je pense que dans ces genres de situations-là, le conflit, plus de conflits, c'est pas la solution en fait. Non. Parce que je pense qu'il y a jamais, il y a cette phrase un peu bête, mais qui dit c'est pas en tapant sur un con que tu le rends moins con en fait. Et il y a ce truc-là où moi je vois bien aussi moi, quand j'ai des idées bornées, si j'ai juste quelqu'un en face qui va m'agresser, je vais me conforter dans mes idées bornées, tu vois, et je vais pas vouloir bouger, je vais rester ancré dans ma position. Ouais, tu vas te fermer quoi. Ouais. Alors que comme tu dis, s'il y a de la communication, s'il y a peut-être quelqu'un qui essaie de se mettre à la place et de dire ok mais je comprends ce que tu es en train de dire. Et je trouve que là-dessus, moi j'ai fait un peu une formation en CNV, donc en communication non violente. Je trouve que c'est des super outils. Je vois notamment moi qui ai un peu travaillé avec les enfants ou avec les jeunes. Pour communiquer avec les enfants et les jeunes, c'est super parce qu'en fait, ça fait vraiment se dire ok, je pars jamais d'un truc qui va instaurer de la réaction chez l'autre. Tu vois. Okay. C'est plutôt que c'est les outils de base de la communication non violente, c'est plutôt dire tu m'agresses et je me sens agressé. Tu vois, et d'un seul coup, la réaction en face, en général, est pas la même. Oui, parce que t'accuses pas l'autre. Bah, t'es pas en train de le mettre dans la réaction, en fait, de lui dire t'es en train de faire ça. T'es pas en train de le définir et du coup de le faire rentrer dans une case qui est en plus sûrement hyper inconfortable pour lui. Tu vois, et je pense que ouais, il y aurait un peu besoin peut-être de plus de ça aujourd'hui dans notre société. Quel est l'impact de la lecture sur ta vie ? J'ai lu très tôt, très jeune. Et c'est vrai que moi, j'avais pas... Enfin, si, on avait une télé chez nous, mais en fait, ma mère, elle nous disait non, vous regardez pas la télé. Enfin, elle aimait pas trop qu'on regarde la télé. Du coup, moi, je lisais beaucoup. Et je pense que ça a eu un gros impact parce que ça a ouvert mon imaginaire.
ça m'a inspiré parce que moi aussi j'ai écrit très très tôt aussi. Et ça m'a, enfin, en fait, je pense, ouais, ça a vraiment ouvert mon imaginaire et inspiré dans tout ce que j'ai pu faire par la suite. Et c'est vrai que c'était des moments, la lecture, où en fait je me plongeais et j'oubliais tout ce qu'il y avait autour, quoi. Enfin, je sais pas si ça vous a fait ça, mais c'est un peu comme quand tu regardes un film, mais je trouve ça encore plus. Enfin, ça ouvre encore plus ton imaginaire vu que t'as pas des images et. Enfin, t'as juste des mots et du coup. Enfin, moi, ouais, je dirais que ça a ouvert mon imaginaire. Moi, mon rapport à la lecture, je dirais que quand j'étais petite, je lisais beaucoup aussi. Et pareil, j'adorais, ça me mettait vraiment dans une bulle et tout. Et surtout, beaucoup de fiction, d'imaginaire et tout. De fantasy, enfin un peu tout, mais très fictionnel en tout cas, quoi. Où je me rends compte que maintenant que ça a eu un impact aussi sur mon imaginaire et justement ma créativité, mais que c'est aussi un truc où je pense en tout cas tout ce côté ouais, de vraiment très fictionnalisé, science-fiction, tout ça. C'est un truc où créativement je l'avais un peu mis de côté en mode ah non mais tu dois faire un truc sérieux avec la danse, tout ça. Et maintenant, je reviens un peu à l'inverse et je suis en mode, bah non, en fait, j'ai envie de raconter quoi comme histoire. C'est génial que quand même dans ta perception du monde, tu te sois dit, je dois faire un truc sérieux, je vais être danseuse. Pas je vais être comptable, pas je vais être prof. Si, parce que il y a eu des moments où je voulais être avocate aussi, où je voulais être prof, pas tant, mais un peu quand même, mais avocate en tout cas, tu vois, ou travailler dans la diplomatie, des choses comme ça. Donc si, j'ai quand même aussi eu des moments où je voulais faire des trucs dits plus sérieux, mais en final, la danse, c'est très sérieux, ça demande beaucoup d'implication, et maintenant, en fait, j'arrive un peu plus à réconcilier tout ça. Mais je me suis rendu compte d'un truc, c'est que en grandissant, je lisais de moins en moins. Et c'est un truc qui me frustre parce que j'adore vraiment, bah, pareil, la sensation dans laquelle ça te met. Et en même temps, bah, le soir, souvent, comme je suis fatiguée et tout, bah, le réflexe que j'ai, c'est de prendre mon tel ou regarder une série. Et je me dis, mais mince! Et voilà. Bah, moi, pareil, enfin, j'en ai déjà beaucoup parlé, hein, mais j'ai un rapport à la lecture qui a toujours été omniprésent. Je pense que depuis que j'ai commencé à lire des romans, j'ai jamais pas eu de roman sur moi. Tu vois, je pense que j'ai jamais eu de pause, j'ai toujours lu un roman. J'étais toujours en train de lire un roman depuis 18 ans, 17, 19 ans, je sais pas. Voilà, ça a toujours été très important. Pareil, moi, c'est vraiment un truc, un échappatoire, je pense, en effet, et je te rejoins. Il y a quelque chose pour moi dans la lecture qui est extrêmement puissant par rapport au cinéma, tu vois, même des trucs comme ça. C'est peut-être parce que aussi, je fonctionne avec beaucoup avec l'imagination. Je connais des gens, par exemple, pour qui c'est plus difficile d'imaginer visuellement les trucs. Et du coup, eux, par exemple, le cinéma, ça les emmène beaucoup plus. Là où moi, le cinéma, à l'inverse, ça peut un peu me fermer mon imagination parce qu'on me propose en fait une vision qui est déjà préconstruite et prémâchée. Là où dans un bouquin, tu peux tout imaginer en fait. Et j'aime bien ça. Et ouais, moi j'ai eu un moment aussi où j'ai moins lu. Et là encore aujourd'hui un petit peu. C'est vrai que moi j'ai juste mis ce truc de bah, le soir. Le dernier truc que je fais avant de me coucher, c'est lire. Ah, t'as un rituel, enfin t'as Ouais, je fais ça. Alors, je peux mettre un peu sur mon téléphone, mais toujours de me dire, ok, même, je vais pas m'endormir et mon téléphone, ça va être le dernier truc que je vais faire. Tu vois ça fait que bah, déjà, je lis plus. Après, c'est compliqué aussi de pas se coucher tard parfois. Parce que selon le bouquin, je peux me laisser emporter et me faire 1 heure après. Mais même en fait, quand je me couche 1 heure après, je suis moins fatigué le lendemain. Ouais, parce que tu dors bien du coup. Je dors bien en fait. Ça... Tu t'endors vite. Mais moi, je sais pas, ce que j'ai depuis plusieurs années, je commence un livre et puis j'en commence un autre. Et en fait, du coup, j'en ai 4 en même temps. Et genre, je les finis jamais. J'ai l'impression que c'est pour satisfaire des envies d'histoires différentes. Moi, ça m'arrive souvent quand j'ai des styles de livres différents. Genre j'ai un livre par exemple où ça va être un truc hyper historique, un livre qui m'intéresse aussi mais qui est beaucoup plus peut-être scientifique ou théorique, et un livre où c'est vraiment fiction, et en fonction des jours j'ai pas du tout envie de lire les mêmes mais je peux avoir ce truc là aussi, ouais. Mais après, est-ce qu'il n'y a pas aussi peut-être un petit côté de, moi je sais que je le vois, hein. Moi mon temps d'attention il a diminué aujourd'hui, avec les écrans, les réseaux sociaux, tout ça. Je vois que et c'est pour ça qu'en fait je fais ça aussi, parce que j'ai envie de me rentraîner à avoir un vrai temps d'attention qui tient un petit peu plus longtemps que 30 minutes. Et encore 30 minutes, parfois, c'est beaucoup.
Et donc je me demande si, parce que moi je peux avoir ce côté-là aussi, où je vais commencer un truc, etc. Mais après, est-ce que c'est peut-être pas aussi que les livres que t'essayes, ils te passionnent pas, Ouais, c'est tu ça. vois? Bah, non, je sais pas. C'est que je fais plein de trucs en même temps et du coup, je sais pas, je le laisse traîner puis je me dis. Ouais, peut-être que ouais, c'est vrai, peut-être que le début, il m'a pas assez. Parce que moi, je sais que j'ai pu avoir ça aussi, et parfois, j'ai pu trouver des bouquins où d'un seul coup, j'ai fait « Oh waouh, ça, c'est vraiment ce que je kiffe », et là, il y avait même plus la question, et au contraire, c'était un petit peu de... fallait que je m'en décroche, fallait que... Et puis quand j'étais la journée, je me disais « Ah, c'est cool, ce soir, je vais rentrer, je vais lire un peu de bouquins », enfin... Mais pour moi, il y a un peu aussi aujourd'hui, je dois remettre un peu une discipline, hein, moi, pour, Ouais, c'est ça. même pour faire un truc qui me plaît comme ça, je dois remettre un peu une discipline, parce que sinon, les réseaux sociaux, c'est tellement la facilité, hein. Je trouve que c'est surtout le fait de se mettre, de commencer à Ouais. lire, tu vois. Qui Genre est dur, ouais. de commencer même. Et moi, ce qui m'a aidé, c'est. Enfin, je fais beaucoup de transport en train et tout. Et en fait, bah, à chaque fois, genre, limite, j'achète un livre, tu vois. Genre, je me mets grave dans l'histoire et c'est trop bien. Et ça me fait trop du bien. Mais parce que, en fait, dans ma tête, je m'autorise ce temps, à avoir juste un temps pour divaguer et tout ça. Et l'état mental aussi dans lequel t'es, en fait, faut que t'aies de la disponibilité pour te dire waouh, là j'ai du temps libre. Ouais. Enfin, moi j'arrive pas à lire si je sens que j'ai quelque chose à faire. Ça demande ou toute ton attention, quoi. Donc, Ouais, voilà. Puis c'est pas un truc qui te. Enfin, je trouve que tu vois, par exemple, le pouvoir aussi du téléphone, c'est que ça te distrait. Ouais. Et j'ai l'impression que le livre a moins ce pouvoir-là, parce qu'en effet, ça te demande une attention, quand même, ne serait-ce que de te dire, bon, bah, je vais y aller, va falloir que dans les 4-5, tu vois, la première page, va falloir que je re-rentre dedans à chaque fois que je me mets à lire. Là où un Reels, ça a vraiment cette facilité de, en 3 secondes, Ouais, ça t'a accroché. c'est instantané, ouais. C'est instantané. Puis ça dure pas longtemps. Ouais, bah là, il y a beaucoup de temps qui peut passer. Mais c'est vrai que moi, je rejoins un peu ce truc-là de me mettre une discipline pour me dire, ok, alors quand je fais ça, ou quand je fais tel truc, bah je vais pas sortir mon téléphone, je vais lire. Ça me permet de plus lire, en fait, aujourd'hui. Tu vois, sinon, c'est vrai que j'ai moins le temps et... C'est moins un réflexe, quoi. Ouais. Le conflit intérieur est-il plus difficile que celui avec autrui? Je pense pas forcément qu'il soit plus simple, en tout cas. Est-ce qu'il est plus difficile? Elle est trop dure, la question. Ouais, je pense c'est juste un type de conflit différent et ils peuvent pas ils peuvent pas se comparer. Non, ouais, c'est des conflits qui peuvent pas se comparer parce que avec toi-même, je pense que c'est souvent plus dur à trancher peut-être parce que enfin, moi je sais que quand je suis en conflit intérieur, je suis prise dans mes pensées et enfin, typiquement pour prendre une décision sur ce type de conflit, j'ai du mal, même en faisant des listes de pour et de contre, et du coup j'ai besoin de beaucoup en parler et de l'extérioriser et du coup de le rendre matériel, si je peux dire ça comme ça. Parce que en l'extériorisant, du coup, ça sort de juste mon dilemme interne et où du coup, ça devient plus simple de le résoudre parce que bah, j'arrive plus à capter ce qui me touche dans ce conflit. Des fois, je trouve pas de résolution et je pense des fois, il y a aussi besoin de temps pour le laisser se résoudre et se décanter et surtout quand c'est des trucs qui touchent à soit des valeurs qui te tiennent à cœur, soit des proches, des gens que t'aimes, ou des choses qui te passionnent. Enfin, en fait, dès que ça te touche fort, je trouve que c'est dur de prendre de la distance sur ça. Et que du coup, l'extérioriser, justement, ça aide à pouvoir avoir un autre regard là-dessus. Mais est-ce qu'il est plus difficile que celui avec autrui? Je pense pas, parce qu'en fait, je pense que t'es ton propre juge de ton conflit. Du coup, il est juste plus long à résoudre, mais je pense qu'avec autrui, il peut être plus difficile à résoudre, parce que justement, si t'as pas les mêmes buts et que la communication se bloque, bah là, ça devient beaucoup plus compliqué. Alors qu'avec toi-même, t'arrives, je pense, quand même à communiquer avec toi-même, même si ça peut prendre plus de temps peut-être qu'avec autrui, quoi. Bah, c'est intéressant parce que moi, je pense que c'est la même chose, en fait. Dans ma vie, en tout cas, je les différencie pas l'un de l'autre. Parce que j'ai l'impression que chaque fois que je suis en conflit avec quelqu'un d'autre, c'est qu'à l'intérieur de moi, il y a un conflit qui se passe,
Et que si j'étais pas en conflit intérieur, je serais pas en conflit extérieur, en fait. Tu vois. Alors, sauf si, bien sûr, là, on revient dans les moments où t'es avec quelqu'un avec qui il y a un truc qui, en termes de valeur essentielle, ne colle pas. Mais c'est pas la majorité des conflits que j'ai dans ma vie. Ça, moi, en général, là, je suis avec des gens qui ont plutôt des valeurs qui correspondent aux miennes, et donc c'est plutôt des désaccords. Et ben, en fait, j'ai l'impression que ce qui me renvoie, c'est toujours un conflit intérieur. C'est toujours un truc qui, à l'intérieur, est compliqué. J'ai l'impression que, par exemple, quand il y a un conflit dans mon couple, euh, c'est que ça me renvoie à un truc qui, à l'intérieur, en fait, l'autre, c'est juste un miroir d'un truc qui, mais si j'étais tout seul, j'aurais le même problème. C'est juste que peut-être il ressortirait pas, comme tu l'as dit, de manière aussi évidente, et du coup, il serait peut-être plus long à résoudre, parce que plus long à prendre conscience. Mais pour moi, en fait, j'ai l'impression, en tout cas, moi, aujourd'hui, que c'est la même chose dans ma Ouais, mais par exemple, c'est un exemple de conflit, tu vois, mais genre, t'es enfin, tu vois qu'il y a la vaisselle qui est pas faite. Et du coup, vas-y, ça te saoule. Parce que, je sais pas, t'es en coloc ou t'es en couple ou peu importe, t'es dans ta famille. En fait, peu importe, tu vis avec les personnes et la vaisselle n'est pas faite et tu l'as déjà fait hier, avant-hier. Est-ce que là, c'est en conflit interne? Ce qui te saoule, c'est quoi? C'est... Bah, pour moi, il y a deux possibilités. Soit c'est un truc qui est récurrent, Ouais. et à ce moment-là, pour moi, ça vient toucher aussi à des valeurs de base. C'est-à-dire que je vis avec quelqu'un qui ne partage pas les valeurs qui, moi, me semblent sont les miennes. C'est pour ça que parfois, même des très bonnes amitiés, en coloc, ça peut s'effondrer. Soit il y a ça, pour moi, et à ce moment-là, ouais, on vient questionner sur des valeurs, et donc là, il faut vraiment se re-questionner sur est-ce que... Et c'est pour ça que pour moi, c'est pas anodin. Parfois, ça peut être un genre de truc qui, même dans un couple, vient dire, bon, bah, en fait, c'est compliqué, quoi, de rester en couple, parce que si tu partages pas ces trucs de base, soit c'est plutôt un truc où, si c'est quelque chose qui arrive, par exemple, une fois, et que ça m'énerve, c'est qu'à l'intérieur de moi, c'est un endroit où je suis rigide, c'est un endroit où c'est... tu vois, et donc forcément, c'est important pour moi, etc. Et j'en parlais, tu vois, avec mon... C'est drôle, j'en parlais avec mon père, là, j'étais au téléphone avec lui juste avant de venir, et on parlait de ça, et lui, il me disait que, par exemple, il a conscientisé récemment que lui, il a vraiment besoin d'une stabilité et d'une routine quotidienne. Et que quand il n'a pas ça, eh ben, il est déstabilisé. Et du coup, il me donnait par exemple l'exemple de lui, quand j'étais gamin, toujours. euh, il fait de la cuisine, lui, beaucoup, et il avait des couteaux, des très beaux couteaux qui coupaient bien. Et à chaque fois, il fallait pas les laisser sécher avec le reste, parce qu'en fait, l'acier, ça s'émaille s'il est en contact avec un autre acier, et du coup, le couteau se désaiguise. Euh, et donc, à chaque fois, il disait, c'était un truc, ça l'énervait, vraiment, il me le répétait tout le temps. Et il dit, bah, aujourd'hui, qu'il a mis en place et qu'il a sécurisé cette part-là à l'intérieur de lui, quand il y a ça qui se passe, si c'est bien sûr pas quelque chose qui arrive tous les jours et quelque chose qui... voilà, et ben il est beaucoup plus à même de... Il me dit, je le prends plus comme un conflit, en fait. Ça n'a plus la même importance. Et là-dedans, je pense que c'est là où je dis qu'il y a du conflit intérieur, en fait. Après, ça peut être quelque chose, si c'est récurrent, ça peut juste être, en effet, quelque chose de... Ok, là, ça marche pas, il faut en parler, parce que c'est pas possible. Mais en vrai, je vois ce que tu veux dire et je crois que je suis assez d'accord. Mais moi, par exemple, je sais que je suis plutôt du genre à éviter le conflit. Mais je sais que j'ai énormément de conflits intérieurs. Du coup, enfin, tu vois, il n'y a pas ce rapport conflit intérieur-extérieur. Enfin, Et pourquoi t'évites le conflit avec l'autre, du coup? parce que j'aime pas. Enfin, genre, et souvent, je trouve ça inutile. Enfin, et puis, j'ai pas envie de vivre cette situation. Mais c'est vrai que je sais pas pourquoi. Enfin, je vais plutôt être du genre à adoucir les choses et à en discuter calmement et pas à direct rentrer dans un conflit, en fait. Mais du coup, enfin, moi, en fait, si je dois répondre à cette question, je dirais que c'est... Mais parce que je suis moins confrontée au conflit extérieur ou alors que je l'évite, mais je dirais que c'est plus difficile un conflit intérieur parce que aussi, je trouve que c'est plus difficile à identifier vraiment, enfin, comme tu disais, à y voir clair vu que c'est avec toi-même, bah, t'es tout seul, quoi, et tu peux pas vraiment l'extérioriser, quoi. Puis moi, le nombre de fois où je me suis rendu compte, en exprimant ce que je ressentais, qu'en fait, c'était 3 fois plus petit que ce que je pensais que c'était, et que l'autre m'en avait, mais parfois, souvent, pas grand-chose à foutre. En fait, était là juste, ah ouais, ok. En fait, et moi, je m'étais monté un truc, tu vois, un univers, et je me souviendrai toujours un jour d'un jeune que j'avais accompagné, qui avait 14 ans, et qui était allé dans la forêt, et il me disait, dans la forêt, il était posé dans la forêt, et il me dit, je vois un truc qui bouge sous les feuilles mortes, qui commence à ramper sous les feuilles mortes. Et il me dit, et là je me dis, oh putain, c'est un serpent.
Il me dit, j'ai un serpent, je vais me faire mordre par un serpent, faut pas que je bouge, donc il bouge pas. Et là, il s'imagine tout, et du coup, il veut pas retourner il veut pas pousser les feuilles pour voir ce que c'est, parce qu'il se dit, c'est forcément un serpent, etc. Et au final, il finit par prendre son courage à deux mains, prendre un bâton et retourner. Et en fait, c'était un ver de terre, c'était un gros ver de terre, tu vois. Et je trouve que souvent, ce que je vis à l'intérieur, c'est ça. Je pense que c'est un serpent, alors qu'en fait, c'est un ver de terre. C'est pas un truc si grave, quoi. Mais est-ce que du coup, l'imagination, c'est pas, c'est pas un problème pour ne pas être en conflit avec Ah, je pense soi-même? que les gens qui ont beaucoup d'imagination, donc les gens qui ont été beaucoup solitaires, qui ont été, tu vois, tout ça, et qui ont appris forcément à développer ça, je pense que oui, ça peut être aussi un obstacle. Parce Ah que oui, ça oui. va te pousser à rester à l'intérieur, ça va te pousser à faire grandir le truc bien plus et à imaginer toutes les possibilités qui pourraient découler de ça, alors qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus rentre dedans, et puis bah non, je vis ça, je le dis, je passe à autre chose, voilà. Je pense que ouais, mais moi pour moi c'est tout, hein, toute qualité a son penchant un peu plus handicapant et tout handicap a son penchant un peu plus qualitatif. Pour finir ce joli échange, on a une question de l'invitée précédente, qui était Constance, et qui te pose une question mais qui te connaît pas, enfin il y a vraiment aucun lien. Et elle te demande quel était ton dernier voyage et qu'as-tu appris de nouveau à cet endroit? C'est très drôle, elle savait pas Oui, du tout non, qui j'étais, ce que bah je non, faisais, non. etc. C'est très très drôle. Et bah mon dernier voyage c'est la Mongolie. Voilà. Je vais répondre à la question. Je vais pas faire un petit truc. Mon dernier voyage, parce que oui, j'ai des voyages au quotidien aussi, même si je fais en France, tu vois, je veux dire, même quand je pars pas à l'autre bout du monde. Mais non, on va dire mon dernier voyage vraiment, c'était la Mongolie. J'ai appris beaucoup de choses en Mongolie. Mais je dirais le premier truc, vraiment le truc qui aujourd'hui me porte le plus, c'est vraiment la mentalité nomade de la Mongolie. Et l'idée que on m'a vraiment transmis ça là-bas. Quand quelque chose ne va pas, bouge. C'est bête en fait, mais on a tellement tendance, je le vois, hein, les Occidentaux et moi le premier, quand quelque chose ne va pas, à le ressasser, à se questionner, comment je peux le résoudre, pourquoi est-ce que j'ai ce truc qui va pas. En Mongolie, quelque chose ne va pas, tu changes, en fait, tu bouges, tu vas à un autre endroit, et ça, c'est super en fait comme clé. C'est un truc vraiment qui moi m'a beaucoup aidé, et, et je le voyais, il me disait parfois un peu les mauvais, il disait vous êtes super, hein, les Occidentaux, vous comprenez bien, vous faites des années de thérapie, alors oui, alors vous savez ce qui va pas, hein, ça, vous savez d'où ça vient, vous savez ce que c'est. Par contre, pour changer, après, derrière, tu vois, et c'est vrai qu'il y a des gens, ils font 15 ans de thérapie et ils se retrouvent avec toujours le même problème. Et là, cette qualité-là mongole de quand ça va pas, bouge, quand ça va pas, change, c'est très simple et pourtant pas facile à mettre en place au quotidien. Et je pense que c'est vraiment le premier truc que j'ai appris là-bas, quoi, de pouvoir bouger. Et si tu avais une recommandation à faire, ça peut être une recommandation, culturelle, de vie, de voyage, de tout ce que tu veux. Si tu avais une recommandation à faire, qu'est-ce que ce serait? Hem, En vrai, j'ai envie de j'étais parti pour faire une reco culturelle et là, ce qui me vient, c'est que j'ai envie de recommander le voyage, de manière générale, parce que ça me permet juste de parler d'un truc dont j'ai pas encore trop parlé, et j'aimerais bien en parler juste un tout petit peu, qui est, c'est très paradoxal le voyage. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on voyage? Comment est-ce qu'on fait du voyage éthique? Comment est-ce que ce soit avec, l'avion, le fait d'aller voir d'autres cultures aussi, le privilège de pouvoir être un occidental qui voyage et aller à un autre endroit. Est-ce que c'est possible? Et le voyage, il peut exister sous plein de formes. Moi, les premiers voyages, je viens d'une famille, comme je l'ai dit, qui avait pas d'argent. Donc moi, les premiers voyages que j'ai faits, c'était en France. J'ai beaucoup fait le tour de la France avant de partir dans d'autres pays. Et c'était déjà ultra riche, en fait. Pourquoi le voyage? Parce que c'est le meilleur moyen pour moi de venir te mettre dans une autre réalité que la tienne, et donc de te forcer à te questionner sur ta réalité à toi. Qu'est-ce qui est conscient? Qu'est-ce qui est inconscient? Qu'est-ce que je choisis? Qu'est-ce que ce dont je veux plus, ce que je veux garder? Et ça, pour moi, c'est vraiment la recommandation, en fait. Et voyager à votre façon, de la façon qui est possible. Si pour vous prendre l'avion, c'est pas possible, que ce soit financièrement ou éthiquement, eh ben, il y a d'autres voyages qui sont possibles. Si pour vous, aller voir une autre culture qu'une culture occidentale, c'est quelque chose qui est forcément du colonialisme, et bah, au moins aller découvrir la culture qui est à côté de chez vous,
où les gens et le voyage, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, j'aurais pu répondre différemment. Moi, j'ai voyagé déjà en vivant à divers endroits dans la France, quoi, parce que les mentalités, c'est pas les mêmes, les façons d'être, c'est pas la même. Et ça, pour moi, c'est vraiment un truc. Et il y a toujours des moyens de voyager. Moi, j'ai commencé à voyager aussi beaucoup en travaillant à l'étranger. Ça m'a permis à chaque fois d'avoir des voyages que je finançais, parce que j'avais pas les moyens, moi, de juste voyager pour le plaisir. J'ai quasiment toujours voyagé comme ça. Et en fait, j'ai tellement appris, et les cultures, et c'est là où j'ai envie de dire, oser aller découvrir d'autres cultures, tant que c'est fait avec conscience, avec respect de l'autre culture, et pas en arrivant avec une mentalité de colonisateur là-dessus. Mais qu'est-ce que c'est? Parce que plus la culture est différente de la mienne, plus j'apprends, en fait. Plus je me questionne sur, ok, mais ça, je vois que du coup, des trucs que moi je pensais innés, bah non, c'est du choisi, c'est du construit, en fait, du social. Et peut-être que je pourrais faire différemment, peut-être que je pourrais créer autrement. Et moi, j'ai toujours été, là où j'ai voyagé, ça a toujours été vu comme un honneur par les gens que je rencontrais, qu'on ait envie de découvrir leur culture. Et moi, je vois qu'à mon échelle, quand c'est comme ça en France, j'ai beaucoup travaillé moi dans le tourisme. Je viens d'une ville à Chamonix, ça tourne entièrement grâce au tourisme. Sans le tourisme, on ne tient pas. Et j'ai été très en colère contre des touristes, bien sûr. Mais de me dire, ceux qui venaient et qui étaient vraiment curieux de la France, de la Haute-Savoie, de l'histoire, de comment est-ce qu'on vit, de comment est-ce que ça se passe, et bah qu'est-ce que c'est flatteur, qu'est-ce que c'est agréable de pouvoir partager, et qu'est-ce que j'apprends. Donc voilà, moi vraiment j'ai juste envie de recommander aux gens de sortir, et c'est ça que j'entends par voyage, c'est pas partir à l'autre bout du monde, c'est de sortir de son cadre connu pour aller explorer quelque chose d'inconnu. Et se rendre compte en faisant ça, à quel point le connu, eh ben, il enferme et à quel point il est défini. Et en sortant, eh ben, je peux me poser les questions, ok, est-ce que je veux redéfinir les frontières de mon connu? Est-ce qu'elles me conviennent encore ou pas? Et c'est pour ça que pour moi, le vrai voyage, il commence quand tu rentres chez toi, en fait. Il commence quand tu te dis, ok, est-ce que là, ce que j'ai vécu, ça reste juste un truc un peu extraordinaire à l'étranger où j'ai consommé de l'expérience? Ou est-ce que ça reste quelque chose qui vient changer mon quotidien et ma façon d'être? Et sinon, lisez Faucon Hurlant, le livre dont j'ai parlé, c'est super aussi. Merci beaucoup pour cet échange. Avec plaisir, merci de m'avoir accueilli. Est-ce qu'il y a un endroit où on pourrait suivre soit tes aventures, soit tes prochains projets, retrouver ton livre par exemple, ou le documentaire en Mongolie aussi? Oui, carrément. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. Roméo-du-bas, running-bear. C'est un compte qui est privé, mais sur lequel j'accepte les gens, voilà, aussi parce que c'est ce compte-là qui me sert. Et il faut que j'ai un compte pro aussi, qui n'est plus trop actif, mais que je vais essayer de remettre actif, qui s'appelle A Firekeeper, donc en anglais, donc A-du-bas, Firekeeper. Voilà, donc on peut aussi si jamais c'est peut-être plus facile de me suivre sur celui-là parce qu'il n'est pas privé, voilà. Mais on peut me suivre là-dessus, voilà. Le livre, ça passe par moi si vous voulez commander le livre, le prix est à l'offrande, donc c'est en prix libre et conscient. Chacun donne ce qu'il peut ou ce qu'il veut. Là, il s'appelle L'ours continue de courir. Voilà. Aux éditions Aesop. Trop bien, merci beaucoup. Merci de m'avoir accueilli, c'était génial en tout cas de faire ça, c'était hyper intéressant. Merci beaucoup pour votre écoute. On espère que cet échange vous a plu et on se dit à très vite pour un prochain épisode.